Bonjour à vous. Avant de vous laisser avec le professeur Perron et moi-même pour un entretien que nous avons réalisé au Festival des Foisonnantes au mois de septembre, je vous fais une annonce pour vous proposer gratuitement l'accès à 8 conférences que nous avions réalisées dans le cadre de notre événement, celui des rencontres de ma maison d'édition Exuvie, le 15 juillet dernier devant 400 personnes. Journée qui avait accueilli notamment Vincent Pavant, Carole et Louis Fouché, le philosophe Mehdi Belhadj-Kassem, le docteur Isor Lamoureux, l'homopathe Aurélie Collin, la psychologue Sonia Delahaye, mais également la scientifique Emmanuelle Darle, Jean-Pierre Radad Aoun. Voilà, vous retrouverez toutes ces personnes-là en conférence gratuite, donc 8 conférences de 45 minutes chacune, d'autres sur la médecine chinoise aussi. Enfin bref, vous avez 8 conférences qui vous sont accessibles gratuitement dans le lien en description pour manifester, proposer des solutions concrètes sur la santé intégrative et la société, comment on peut la percevoir et comment peut la construire autrement ensemble. Voilà, donc je vous laisse le lien en description, faites pause sur la vidéo, prenez le temps de vous inscrire, de télécharger ces vidéos, de les regarder, et ensuite de cela, profitez du merveilleux entretien avec le professeur Perron qui lui aussi propose une critique et des solutions pour un autre système de santé. À très vite. Alors là, il y a un constat de déploration assez global au niveau international, au niveau national, au niveau administratif, politique, et puis une difficulté de moyens, et puis cette médecine qu'on pourrait dire d'élite, et puis avec des compétences techniques et humaines pour d'un côté, puis de l'autre, on va dire quelque chose qui tient de l'ordre du protocole mécanique, comme tu le dis, avec le doigt sur la couture pour l'appliquer. Pourtant, il y a quand même une aubaine. Toi, tu es toujours attaché, je pense, à la vraie médecine, à soigner ou prendre soin. Tu t'es beaucoup engagé. Tu as été connu il y a quelque temps médiatiquement pour avoir mis les pieds dans le plat pour Lyme, la maladie de Lyme. Et tu as eu l'occasion de t'ouvrir à d'autres pratiques, notamment sur la diététique, sur les compléments alimentaires naturels. Même si tu es pas un expert, tu as pu rencontrer. D'abord, moi, j'ai toujours dans ma carrière privilégié le contact avec le malade. Moi, j'ai eu dans le passé des patrons merveilleux qui étaient des médecins humanistes qui nous avaient appris le contact avec le malade, qui examinaient leurs malades. Maintenant, bon, les chefs de service, c'est des machines, ils font la visite à toute allure et ils sont dérangés 50 fois pendant la visite sur leur portable. Ils sont tout le temps partis en congrès, en réunion avec l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est plus les patrons cliniciens, humanistes que j'ai connus. Et ça, moi, j'ai été formé à cette médecine. Donc, je vais revenir sur ma pratique, pourquoi je suis revenu vers par exemple, les méthodes naturelles et tout ça. Ce que j'ai aussi trouvé déplorable à l'hôpital, c'est l'informatisation totale, notamment avant, on prescrivait à la main avec un stylo bille, on prescrivait amoxicilline, tac, tac, ça prenait 2 secondes, ou prescrire un examen biologique, tac, tac. On passait pas du temps à faire le geste de prescription, et puis l'infirmière avait son classeur, c'était fait tout de suite, il n'y avait aucun souci. Maintenant, pour faire le dossier, alors d'abord, avant, on rédigeait bien les observations, maintenant c'est du style télégraphique. On a des ordinateurs portables avec un petit chariot. Et il faut déjà quelquefois un quart d'heure pour se connecter parce qu'il y a des bugs. Après, rien que prescrire quelquefois un examen, ça peut prendre une demi-heure parce que ça marche pas comme on veut ce jour-là. Euh, et moi, moi, j'ai toujours fait à tour de rôle les visites le week-end, les astreintes de week-end. Je me retrouvais tout seul dans le service comme médecin pour prescrire. Avant, quand je passais, je passais beaucoup de temps avec les malades, à leur parler pendant le week-end, ils étaient tout seuls dans leur chambre. Et là, je passais quasiment plus de la moitié de la matinée à me battre derrière l'ordinateur pour faire les prescriptions. Euh, et alors, le pire du pire, ça va paraître sordide, mais c'est un exemple qui m'a marqué. Euh, Comme ils ont fermé le... Avant, à Garches, il y avait un agent administratif qui était de permanence, même le week-end, pour les admissions, éventuellement s'il y avait un décès ou des sorties de malades. Et là, ils l'ont supprimé, donc on dépendait de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne. Et donc, ça m'est arrivé d'avoir un décès le week-end. Et normalement, pour déclarer le décès, on remplissait un formulaire à la main. C'était rapide. Il y avait l'agent de l'administration qui transmettait. Tout était fait en quelques minutes. On pouvait prévenir la famille, les pompes funèbres ou le service funéraire. Et là, j'étais bloqué parce que je n'avais pas accès au logiciel pour déclarer le décès. J'avais pas de code. J'ai fait toute la procédure pour avoir le code. Ça marchait pas. C'était le dimanche matin. Bon, heureusement, j'ai appelé un collègue qui était sympa, qui m'a filé des codes, qui a fait la déclaration presque depuis chez lui. Parce que je ne pouvais pas déclarer le décès, donc la famille était bloquée, ne pouvait pas démarrer la procédure de... Mais c'est complètement hallucinant. Et vous pouvez être bloqué comme ça 3 heures avec un
quelqu'un qui est décédé que vous pouvez pas déclarer, quoi. Et bon, encore là, ça n'a pas de conséquences parce qu'il est déjà décédé, malheureusement. Mais vous imaginez pour des soins. Par exemple, on reçoit quand j'étais à Garches, on recevait beaucoup de malades de Boulogne, d'Ambroise Paré, parce que c'est là où il y avait le service d'urgence. Les urgences à Garches, ils les avaient fermées. Bon. Donc le médecin vous appelle, bon, t'as une place, ok, bon, on accepte un malade qui arrive avec un truc grave, une méningite, où il faut démarrer le traitement tout de suite. Mais quand il arrive à l'hôpital, avant, il y a une procédure d'admission, on appelait le service administratif à l'accueil. Tout de suite, il enregistrait le malade sur l'ordinateur, il imprimait les étiquettes qu'on pouvait coller sur le tube pour aller au laboratoire. Là, s'il arrivait, il n'était pas enregistré. On ne voit rien déclencher. Donc, quelquefois, ça m'est arrivé de passer plus d'une heure à essayer de joindre quelqu'un en Ambroise Paré, parce que soit il était au téléphone, soit il était parti à la pause café, pour dire, attendez, mais monsieur Machin, que vous nous avez envoyé il y a eu 2 heures, on n'a toujours pas le dossier d'admission. Et s'il n'y a pas le dossier d'admission, on ne peut pas, s'il n'est pas enregistré sur l'ordinateur, on ne peut pas le soigner, on ne peut pas prescrire, l'ordinateur est bloqué. On ne peut pas envoyer même si on fait une prise de sang, on ne peut pas envoyer le tube au labo, parce que s'il n'y a pas le code barre sur le tube, eh ben, on ne peut pas techniquer le tube. Donc ça m'est arrivé de rester plusieurs heures avec un malade sans pouvoir prescrire ni un test biologique en urgence, ni... Alors, heureusement, on n'est pas des... On reste humain, et ça m'est arrivé de dire à l'infirmière, bon, bah, écoutez, allez chercher tel médicament dans l'armoire à pharmacie, on le fait ensemble, on fait la première injection, puis je régulariserai après quand l'ordinateur sera en marche. Mais normalement, j'avais même pas le droit de faire ça en théorie, quoi. Et c'est affolant. Donc voilà, j'en pouvais plus, j'en avais la nausée de cette déshumanisation. Alors après, sur ma pratique, effectivement, la maladie de Lyme chronique, elle n'a pas le droit d'exister parce que c'est une bactérie qui a été modifiée pendant la guerre, puis par l'armée américaine. Donc elle a interdit d'exercer, pas le droit de soigner des patients. Enfin, je le faisais quand même, j'en ai sauvé beaucoup qui avaient des paralysies, des tas de trucs très graves qui étaient rejetés par toute la médecine classique envoyés en psychiatrie. J'avais vite vu que dans ces maladies chroniques complexes, il n'y a pas qu'une bactérie et la personne, et c'est pas l'antibiotique qui marche chez tout le monde. C'est beaucoup plus complexe. Les maladies chroniques, il y a éventuellement l'agent agresseur qui peut être le microbe, mais il y a le terrain, il y a le psychisme, il y a l'héritage génétique, il y a l'alimentation, il y a le stress, il y a peut-être l'environnement, les métaux lourds, beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est pour ça que tout le monde ne réagit pas. C'est pour ça que les études randomisées, comme ça, un produit contre placebo dans une grande cohorte de patients, ça n'a aucun sens, parce que dans ces fourre-tout, on met les malades dans les études randomisées, il y a un sous-groupe qui va très bien réagir et l'autre qui va pas. Mais on les met ensemble et on fait une espèce de moyenne qui veut rien dire. Et moi, très vite, j'ai vu que, alors évidemment, je commençais par les traitements classiques proposés, mais quand ça marchait pas bien, il faut pas non plus s'obstiner à faire que l'antibiotique. Et moi, j'y connaissais rien en médecine naturelle. Tout ça, c'est les malades qui m'ont tout appris, parce que j'en ai vu beaucoup, hein, des milliers en plus de 20 ans. Je comprenais, quelquefois, je voyais des malades s'améliorer, je n'avais pas l'impression que ça venait de moi. Puis au début, ils n'osaient pas m'en parler parce qu'ils ne savaient pas si j'avais l'esprit ouvert ou pas. Puis des malades qui me disaient, vous savez, docteur, j'ai essayé les pépins de pamplemousse ou une autre plante et depuis, je suis en train de guérir, tous mes symptômes disparaissent. Au début, je dis, qu'est-ce qu'ils me racontent, c'est des fous. Puis, ouais, quand j'ai été convaincu, puis j'ai essayé moi-même, j'ai proposé à des patients, tiens, vous devriez essayer ça, puis ça marchait. Alors quelquefois, ils faisaient des exacerbations au contraire, parce que quand un traitement marche, ça peut aggraver un peu au début. Et moi, j'ai appris par les patients. Comme l'alimentation, moi, j'y connaissais rien, l'alimentation. J'avais appris le régime diabétique, le régime sans sel, mais bon, j'étais pas très doué. Et des malades qui m'ont dit, ben voilà, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté le lactose, je mange davantage cru, je mange moins de viande, et depuis, j'ai plus du tout mal aux articulations. Mais dès que je remange comme avant, ben, je rechute tout de suite. Ou quelquefois, il y en a qui rechutent, mais un mois après. Donc, c'est pas encore pareil chez tout le monde. Donc là encore, j'ai appris que une maladie, c'est un tout. C'est une personne qu'on soigne, c'est sa santé qu'on soigne, c'est pas uniquement la maladie, le microbe et ça pour moi c'était un peu une révolution intellectuelle parce que je n'ai pas appris ça en médecine et je vois que beaucoup de mes collègues n'ont pas fait ce chemin parce que eux ils ont appris, bon, c'est le microbe, l'antibiotique, ça marche pas, point barre. Si ça marche pas, ben dehors, aller en psychiatrie.
En fait, c'est une prise en charge globale et ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Faut beaucoup parler à ces malades pour apprendre. Et moi, je remercie tous les malades qui m'ont énormément appris, hein. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu as parlé de la politique et des médecins. J'avais entendu un psychologue il y a quelques années qui avait dit les deux professions où il y a le plus d'orgueil, ce sont les politiques et les médecins. Ah oui, Et c'est moi, vrai. ce que j'entendais, je dis, bah, c'est pourtant les deux professions où on doit être le plus au service de l'autre. Mm. Comment tu évaluerais, toi, ce qui peut être dit dans l'amphithéâtre de médecine, et ce qui peut être rapporté par les patients et qui vient violenter presque jusqu'au déni le médecin? C'est-à-dire que maintenant, dans les facultés de médecine, on apprend aux étudiants que si un malade a plus de 5 plaintes, c'est psychosomatique. Alors que moi, dans mes Lyme chroniques, au début, ils ont 40 plaintes. Quand ils vont, ils n'en ont plus que 20, puis après, plus que 5. Après, dans le meilleur des cas, ils n'en ont plus du tout. Donc, ils sont rejetés d'emblée. Un malade qui dit j'ai ça, j'ai eu ça, et le médecin regarde son portable pendant que le malade parle parce qu'il en a marre. Et puis, au bout de, bon, allez, il y en a marre, il y a trop de trucs, là, aller en psychiatrie, et il s'occupe même pas du patient. Donc, ça, c'est terrible, hein, Tu as vu ça de manière régulière. ah oui, oui, mais les malades me le racontent, hein, quand ils racontent leurs consultations avec d'autres médecins, d'autres professeurs, c'est courant. Puis alors, une chose dans l'ego des médecins qui m'a toujours frappé, quand le sida est arrivé, moi j'étais jeune assistant dans le vieil hôpital Claude Bernard, qui était le vrai Claude Bernard, qui a été démoli depuis. Et j'avais beaucoup de malades assez jeunes, et puis c'était des malades parisiens qui avaient fait des études souvent supérieures, qui étaient des gens éduqués, qui savaient même lire l'anglais souvent, parce que toutes les publications récentes étaient en anglais, international. Et quand ils arrivaient à ma consultation, bon, on s'entendait bien. Ils me disaient, vous savez, docteur, vous avez vu le dernier article de Lancet sur tel produit ou tel truc? Et moi, je les remercie. Il m'a amené la photocopie, ils étaient gentils. Je les remerciais beaucoup en disant merci, j'avais pas eu le temps de voir. J'étais drôlement content que les malades m'informent. Même dans le Lyme, souvent, j'avais pas le temps. Je faisais beaucoup de choses et j'avais pas le temps de faire toute la bibliographie sur Internet pour voir les. Et les malades, soit ils me l'envoyaient par Internet, soit ils disaient, regardez, docteur, est-ce que vous avez vu la nouvelle publication qui est sortie? Moi, toute ma carrière, mes malades, ils m'ont fait la bibliographie parce qu'ils savaient que je les écoutais, ils étaient contents de m'aider, moi je les remerciais. Mais alors, quand j'ai parlé de ça avec des collègues professeurs et tout, ou des malades m'ont raconté, si un malade, pour la plupart de mes collègues, s'il se permet de dire, mais docteur, vous n'avez pas lu dans le Lancet, machin, tel article, il se fait jeter comme un malpropre. C'est moi le professeur, c'est moi le sachant, vous êtes le petit cafard que j'écoute gentiment, mais c'est pas à vous de venir me donner des leçons de médecine. Et ça, combien de malades m'ont raconté ça? C'est pour ça que quelquefois, ils n'osaient pas trop me dire, moi, au Mm. contraire, j'étais content. Bah, si j'ai pas le temps de lire, bah, je leur dis, j'ai pas eu le temps de lire l'article, mais merci beaucoup. Et ça, c'est un signe très, très précis de cet ego mal placé. Alors moi, je suis de l'autre côté de la barrière. Du coup, j'ai exercé parce que je reçois beaucoup moins en consultation, mais pendant plus de 10 ans, je recevais 8-10 personnes par jour qui sortaient du cadre médical parce qu'ils étaient expulsés par le médecin qui, des fois, oui, violemment, les mettait à la porte Mhm. pour expliquer X motif. Et du coup, c'était des patients perdus, errants, et qui étaient déjà déprimés d'un point de vue psychologique parce qu'ils se sentaient abandonnés. Et puis parfois, il fallait leur dire, bah là, bien sûr, on va travailler sur l'alimentation, sur le stress, la gestion des émotions, sur le sommeil, l'activité physique, tout ça, bien sûr. Mais là, il faudrait des analyses, puis une prise en charge poussée. Et donc, il fallait, c'est ça que les médecins qui peuvent critiquer la naturopathie ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de naturopathes qui remettent dans le circuit des gens qui Mhm. ne veulent plus de la médecine. Sauf que la démarche intelligente, c'est de dire il y a une collaboration qui peut être faite, on va dire, avec deux jambes vers des pratiques de soins non conventionnelles et puis une médecine académique officielle très forte, et chacun dans sa zone de compétence et qui ne sort pas de ses limites. Et de dire, bah oui, naturopathe, je ne suis pas tout puissant, je peux pas, j'ai pas Mhm. ni les compétences ni les moyens d'action. Et puis en tant que médecin, ben, en effet, je ne peux pas lire tout l'état de l'art sur une pathologie ou sur des principes actifs, et puis que cette collaboration intelligente. Toi, j'imagine que depuis plusieurs années, tu dois espérer une meilleure correspondance entre ce que tu as vu, bah, par exemple, sur la phytothérapie, Mhm. l'aromathérapie, et puis le meilleur de la Alors, moi, médecine j'ai institutionnelle. jamais opposé la médecine conventionnelle telle que je la pratique, alors qui est excellente sur tout ce qui est aigu, surtout qui est beaucoup moins bonne sur le chronique.
Et les médecines dites parallèles, qui sont pas si parallèles que ça, mais enfin, c'est un complément. Par exemple, moi, j'ai guéri des scléroses en plaques, des polyarthrites rhumatoïdes qui étaient en fait des Lyme chroniques. Mais je vais pas dire à un malade qui a une polyarthrite, alors en plus les tests de Lyme sont très mauvais et diagnostiquent pas les vrais Lyme. Ben non, votre rhumatologue, c'est un idiot, c'est pas une polyarthrite, arrêtez ces médicaments, je vais vous guérir avec les antibiotiques. Jamais j'ai tenu ce discours. Je dis, ben oui, votre rhumatologue vous donne le traitement recommandé, ça marche très bien dans certains cas, quelquefois ça marche moins bien, vous êtes en échec partiel, ça arrive, parlez-en avec lui, mais éventuellement, moi, vous pouvez lui proposer que je fasse en complément un traitement antibiotique pour voir si par hasard la piste infectieuse est la bonne, parce que le traitement d'épreuve est même accepté par la haute autorité de santé, même s'il n'y a pas une preuve formelle du diagnostic. Et puis si ça réagit, ben, on verra avec votre rhumatologue si on peut continuer les antibiotiques, s'il peut arrêter son anticorps anti-TNF ou je sais pas quoi. Donc, quand on fait ça comme ça, en harmonie, c'est l'idéal, ça se passe très bien, on peut essayer. Après, je peux conseiller éventuellement, tiens, cette plante ces plantes qui marchent très très bien chez certains malades, vous devriez l'essayer, puis si ça marche pas, ben, vous arrêtez. Ouais. C'est cette collaboration et surtout, moi, j'ai toujours considéré mes malades, surtout chez les malades chroniques, les malades comme des acteurs de leur santé. Quelquefois, ils me posent la question, mais je prends quelle plante, dans quelle ordre, à quelle heure? Moi, je dis, j'en sais rien. Il y a des gens, ils vont très bien réagir à telle plante, pas du tout à l'autre. C'est à vous d'essayer. Donc, c'est vous, votre médecin, votre meilleur thérapeute, c'est vous qui devez vous prendre en charge, pas faire n'importe quoi, demander conseil, mais à un moment donné, c'est à vous de vous prendre en charge pour changer votre alimentation. Parce qu'il y en a, par exemple, ils veulent pas changer leur alimentation, ils veulent la pilule miracle qui guérit à 100%. Mm. Et les malades qui partent avec cette comme il y a des malades, ils ne veulent pas se soigner s'il n'y a pas une preuve formelle. Alors, il y a beaucoup de maladies, il n'y a pas de preuve, même les tuberculoses tout à fait officielles. Une fois sur quatre, on cultive jamais la bactérie de la tuberculose, c'est comme ça. On fait les traitements d'épreuve et si ça marche, on les guérit, bon, on les déclare comme tuberculose probable. Et dans le Lyme, c'est pareil, il y a plein de cas où c'est pas prouvé, mais on peut les guérir quand même. Donc il y a des malades, ça les paralyse, et ils veulent avoir une preuve, ils envoient des prélèvements dans le monde entier, ils sont prêts à des examens invasifs pour absolument avoir la preuve. Si j'ai pas la preuve, je refuse tout traitement. Mm. Et d'autres, au contraire, ils veulent tout essayer n'importe comment, donc il faut les canaliser. Mais le malade qui s'en sort, c'est le malade un peu futé, qui est curieux, qui cherche des pistes, qui en parle à son médecin, euh, et qu'on essaie de trouver ensemble. On est là pour le conseiller, mais il a une part d'effort à faire. Si on lui demande de faire de l'effort physique parce qu'il est obèse et qu'il ne bouge jamais de sa chaise et qu'il ne change pas son alimentation, ça va pas le faire. Donc, et ça, c'est une démarche où le malade doit être partie prenante de sa santé. Et il y en a qui adorent quand on leur dit ça, ils adhèrent tout de suite. Puis il y en a, ils partent en courant parce que pour eux, le médecin, c'est le gourou qui sait tout, qui va donner la solution Un miracle. prescripteur de pilules magiques. Voilà. Et ça, moi, je leur ai toujours dit, moi, je marche pas comme ça. Et ça, d'ailleurs, il y a quelques patients, j'ai arrêté de les prendre en charge parce que je dis, moi, je peux pas faire si vous jouez pas le jeu. Et puis, mais la grande majorité, quelquefois, ils sont pas convaincus au début, mais rapidement, ils comprennent que c'est leur intérêt, puis après, ils voient les résultats. Et pour eux, c'est valorisant d'être aussi acteur de leur propre santé. Toi, tu as été professeur, donc est-ce que parmi les jeunes étudiants que tu as eus ou les internes dans tes services, est-ce que tu as réussi à initier ce mouvement-là de dire c'est 50-50 le chemin de gazon, 50% de praticiens, Ah 50% oui, de alors, mes, malades? mes étudiants, ben, je pense que maintenant, il n'y a plus beaucoup de cours sur la maladie de Lyme à la fac. Je vais être une seule fac de France à faire un cours sur la maladie de Lyme chronique. Je n'ai pas beaucoup d'illusions. Mais j'aurais toujours appris cette part humaniste de traitement d'épreuves, parce que c'est cette légende, on fait croire maintenant. Tu vois, les jeunes médecins, c'est terrible. Moi, les jeunes internes, alors, ils étaient aussi intelligents que ceux d'avant, mais ils ont été formatés différemment. Et maintenant, ils n'arrivent pas à soigner un malade si c'est pas écrit dans une recommandation, s'il n'y a pas un résultat de scanner, s'il n'y a pas un résultat biologique. Euh, Nous, on a appris le flair clinique avec nos patrons. Hmm. Parce qu'il y a plein de maladies, il n'y a pas de test. Parce que là, cette semaine, j'ai entendu que des médecins reprochaient à un médecin d'avoir soigné des polyarthrites rhumatoïdes alors que le test du facteur rhumatoïde était négatif. Alors, c'est un peu technique, mais avant, au début de la description de la polyarthrite rhumatoïde, il fallait avoir un test positif pour dire que c'était une polyarthrite rhumatoïde. Après, ils ont admis qu'il y avait des polyarthrites rhumatoïdes à test négatif. Maintenant, l'immense majorité des polyarthrites rhumatoïdes diagnostiquées en rhumato ont le test négatif, mais maintenant, il y a quand même des médecins qui disent, ah ben non, c'est pas une polyarthrite rhumatoïde parce que le test est négatif. Et
il faut le test positif, il faut la preuve, sinon, moi j'étais horrifié ces dernières années. J'étais le grand expert en France et que même à l'international de la tuberculose. J'en ai traité des milliers et ils n'osent pas faire un traitement d'épreuve sur la tuberculose. Donc il y a tous les signes cliniques. Ils veulent absolument rechercher un cancer, une maladie rare. Ils font des biopsies invasives. Alors que ça sert à rien du tout. On fait le traitement, on regarde si ça marche. Et puis après, si le bacille veut bien pousser, il poussera. Mais et là, c'est une dérive très grave parce que c'est plus de la médecine humaniste. Et la faute en revient en partie aux méthodologistes, aux gens de santé publique qui ont pris le pouvoir en médecine. Ça a commencé en France, surtout au moment du sida, où des médecins qui n'ont jamais vu un malade derrière leur ordinateur nous ont dit, bon, vous, les médecins cliniciens, vous êtes des rigolos, vous n'êtes pas des scientifiques, vous êtes peut-être des artistes, mais vous faites un peu n'importe quoi, on va vous apprendre la science. Ils ont voulu mettre la médecine en vérité arithmétique, avec les études randomisées, les machins. Et ça, c'est pas de la vraie médecine. Je me suis toujours battu contre ça. Et on voit que ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir dans la médecine, qui publient des études quelquefois bidons ou frauduleuses dans les grands journaux médicaux pour nous faire croire que telle maladie, ça se traite comme ça. Et non, ça se traite pas comme ça. Christian, tu as utilisé juste avant le mot d'artiste en disant bon, vous êtes des artistes. J'ai eu une conversation avec Eric Mena, que tu connais. Mhm. Euh, J'avais cette réflexion en lui disant bah, j'adore partager les expériences des médecins bah, qui ont vu des dizaines de milliers de patients. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par beaucoup d'entre eux et ils m'ont amené bah, déjà l'humilité et puis cette notion de subjectivité, des fois de dire bah là, ça correspond, le test est comme ça, mais il faut approfondir parce que moi, mon intuition est comme ça. Donc j'aimerais que tu me donnes, toi, au regard de ta longue carrière et de ton enseignement, puis de l'ouverture que tu as pu avoir à l'international et sur d'autres pratiques, cette conception du médecin qui est à cheval entre, on va dire, la science et l'art. Ah ben, un médecin doit être à cheval entre la science et l'art, parce qu'il y a une base scientifique, il y a de la physiologie dans la médecine, il y a des données techniques, il y a des résultats d'examen. Après, il faut toujours garder un esprit critique. Le meilleur examen du monde est rarement fiable à 100%. Même des examens très performants, il y a toujours quelques cas où il est en défaut, soit il donne des faux résultats positifs, soit des faux résultats négatifs. Donc, c'est pas parce qu'il y a un résultat comme ça négatif qu'il faut forcément éliminer une maladie, ou au contraire, parce qu'un résultat est positif, acheter pour argent comptant. Donc, il y a certaines PCR pour la tuberculose, quelquefois qui sont un peu trop sensibles, qui donnent un test positif, alors que les gens n'ont pas du tout la tuberculose. Ouais, donc, faut garder un peu d'esprit critique. Il faut toujours garder le sens clinique, se souvenir de l'expérience de tous les malades, de l'enseignement de ces maîtres anciens qui m'ont beaucoup appris. Et je ne fais alors bien sûr, je suis pour l'imagerie, pour la biologie, la technique, mais faut garder du recul et faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut garder un esprit de réflexion. Faut savoir bah, faire des hypothèses, les valider, éventuellement essayer un traitement, voir si ça marche ou pas. Faut garder toujours. Mais il faut pas du tout. Mais de toute façon, ils vont essayer de nous mettre dans cette médecine normative. C'est pour ça qu'ils veulent plus de médecins, pour qu'il y ait des infirmiers obéissants qui n'ont pas toute la culture médicale qu'on a apprise et qui pourront pas juger si ce qu'ils font est pertinent. On va leur imposer. Et moi, ce qui est terrible, c'est cette médecine normative. Au départ, il y a un livre sur la fabrique des consentements, mais c'est ça. Au départ, on nous fait des recommandations. Donc, c'est juste pour votre pratique, pour vous conseiller. Si vous êtes un peu perdu, il y a des experts qui ont fait un peu l'état de l'art et voilà, ils vous conseillent, mais c'est pas du tout contraignant. Vous gardez votre liberté de prescription. Puis petit à petit, au fil des années, il y a des conférences de consensus, c'est écrit, c'est validé par la Haute Autorité de Santé. Et petit à petit, bah, les médecins qui ne suivent pas la recommandation commencent à être pénalisés, voire s'ils sont quelquefois maintenant sanctionnés. Alors ce n'est qu'une recommandation qui n'avait pas de valeur, je dirais, opposable juridiquement, mais on fait comme si. Et maintenant, je vois beaucoup de médecins n'osent pas prescrire si c'est pas dans une recommandation, alors que la recommandation était juste une aide, un outil parmi les autres que le médecin utilisait, mais il faut garder la liberté de prescription, y compris de prescription hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché, qui fait partie du droit fondamental du médecin. Malheureusement, ça a été un peu écorné dans la loi Bertrand. Après l'affaire du Mediator, il a voulu quelquefois faire un peu plus blanc que blanc. Et maintenant, un médecin peut prescrire hors AMM, mais il doit l'écrire sur l'ordonnance.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le malade n'est plus remboursé et que s'il y a un ennui, bah, c'est lui qui est un peu responsable, quoi. C'est quand même embêtant pour un médecin de prescrire Ora même. Il perd un peu de sa liberté. Et à l'hôpital, on l'écrit jamais parce que 80% des prescriptions hospitalières dans certains domaines sont hors AMM, parce qu'il n'y a pas des AMM sur toutes les indications des médicaments dans la. Oui, c'est uniquement celles qui sont les plus rentables. Voilà. Par exemple, je prends le cas des antibiotiques. Euh, un antibiotique, un nouvel antibiotique, le labo va dire qu'est-ce qui est rentable, où est le marché? Ben, c'est les infections respiratoires et l'infection cutanée, par exemple. Donc, il va faire des études sur quelques milliers de patients dans le monde pour valider contre placebo, contre un autre antibiotique. Il a ses AMM, le poumon, les bronches et la peau, par exemple. Hop, le produit sort de marché. Il fera jamais d'études dans l'infection osseuse, qui est rare, qui est pas rentable. Donc, si moi, infectiologue, c'est le seul antibiotique qui marche sur la bactérie qu'il y a dans l'os du malade, je vais lui prescrire, je ne vais pas le laisser mourir avec son infection osseuse, sous prétexte que l'antibiotique en question, alors qu'on connaît parfaitement son efficacité, sa tolérance, il faut juste vérifier qu'il diffuse bien dans l'os. Souvent, il y a des publications qui permettent de l'établir. Euh, on va l'utiliser, on fait ça tous les jours. Mais c'est oreille même. Alors si avec les collègues de l'hôpital de mon service il y a quelques années, on avait publié un article sur les prescriptions qu'on faisait tous les jours pour les infections ostéo-articulaires complexes, des gens qui avaient des os très abîmés, infectés de façon chronique. 100% de nos prescriptions étaient hors AMM. Mais à l'hôpital, on n'a jamais déclaré, on ne peut pas le faire sur la machine hors AMM. Donc les gens étaient pris en charge, mais théoriquement, si on était allé jusqu'au bout de la loi Bertrand, il aurait fallu que tous les patients payent leur hospitalisation ou des milliers d'euros, de dizaines de milliers d'euros d'antibiotiques pour un traitement prolongé de plus d'un mois d'antibiotiques pour les os, par exemple. Donc ça devient complètement ubuesque. Il faut rétablir le droit de prescrire hors AMM intégralement, que les gens soient remboursés. Après, que le médecin soit responsable de sa prescription, c'est normal. S'il fait n'importe quoi et que il y a des conséquences, il faut qu'il soit responsable de ce qu'il a fait. Mais pourquoi, si on prescrit hors AMM, qu'on prescrit en dehors des recommandations, un médecin n'a pas à être sanctionné, sauf s'il fait des énormes bourdes et qu'il donne des doses mortelles ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un scandale d'avoir voulu mettre la médecine sous la coupe de ces administrations. Et tout ça, en fait, c'est pour favoriser les big pharma, quelque part, hein. Il y a quand même des lobbies derrière, hein. Merci Christian pour le temps pris, puis ce décortiquage, on va dire secteur par secteur de la médecine, puis surtout cet optimisme aussi que tu mets à répéter cette médecine humaniste qui va dans le sens ben, du respect de l'autre à la fois et de Merci la beaucoup. pratique. Je veux juste un message d'optimisme, c'est que là, cet appauvrissement de l'hôpital, comme de l'école, tout ça, c'est volontaire. De l'argent, il y en a plein. Je peux vous dire qu'il y a des banquiers, des financiers, qu'il n'y a jamais autant d'argent dans les États, dans les banques. La dette, c'est totalement artificiel. C'est un racket de quelques milliardaires sur les États qui a été organisé. Si on veut mettre quelques milliards dans la santé, c'est très facile. Macron a donné 400 milliards d'euros pour le Covid, pour des mesures totalement inefficaces et dangereuses. On peut en mettre quelques milliards pour la santé. Un pays peut parfaitement se le payer. Simplement, c'est une volonté pour l'instant de détruire cet hôpital public pour le vendre pour un euro symbolique au fonds de pension américain. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que ça va s'arrêter. Les Français vont plus supporter de voir leur famille mourir aux urgences toutes les semaines. Euh, et la médecine n'est pas là pour faire du business. Et je pense qu'il va y avoir un retour de pendule et que ça va se rééquilibrer. Mais il faut juste une volonté politique de changer de politique. En fait, c'est très simple à faire parce que les équipes humaines, les médecins, les soignants, tous les agents dans les hôpitaux sont des professionnels très bien formés, efficaces, qui ne demandent qu'à travailler. Et on peut, à mon avis, assez simplement refaire de la médecine française la meilleure médecine du monde. Mais il faut vraiment changer la politique et c'est là où il faut se battre. Eh ben, on se battra ensemble. Voilà, Merci à toi. merci.